Quelles seraient les raisons conjoncturelles des manifestations, le contenu des revendications, mais aussi les raisons structurelles du mouvement? Alors depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, on sentait une forme d'instabilité économique, à la fois liée à une sorte de pression sur la livre libanaise, mais également liée au fait que le gouvernement actuel a du mal à imposer, en tout cas le gouvernement de l'époque avait du mal, puisqu'il a démissionné fin octobre, avait du mal à imposer un bon rythme pour pouvoir faire voter un budget pour l'année en cours et l'année suivante. Donc il y avait une instabilité économique, une instabilité financière, une instabilité monétaire, parfois une pression sur certaines denrées qui n'existaient plus sur le marché, du coup leur prix augmentait. Donc ça c'est du point de vue des quelques dernières semaines, des 2 derniers mois on va dire. De manière très ponctuelle, ce qui a été annoncé à un moment, je crois que c'était un mercredi et un jeudi, les événements se sont déclenchés dès le jeudi soir, donc très vite. C'était, on en a moins parlé, mais c'était l'augmentation de la TVA. Mais également, et c'est le point sur lequel pas mal de monde a insisté, c'était une idée de taxe sur le premier appel WhatsApp déclenché chaque jour. Et évidemment, ce sont 2 choses qui touchent évidemment les classes populaires, les classes moyennes, en premier lieu, en tout cas proportionnellement à leurs revenus. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé du tout. Et l'information est sortie le mercredi ou le jeudi matin. Et dès le jeudi soir, pas barricades, mais quasiment, ont été montées. Les manifestations ont commencé. Et donc c'est allé crescendo assez vite, à un tel point que le Premier ministre s'est engagé, pour calmer les gens, le Premier ministre s'est engagé à proposer des réformes, faire adopter un budget dans les 72 heures, alors que ça faisait plusieurs mois qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur un budget. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment conjoncturel. À ça se rajoute l'aspect structurel qui est beaucoup plus important en 2 facettes. Structurel, d'abord, le fait que c'est un État qui n'existe quasiment pas en réalité. C'est-à-dire que ce qui a fait le Liban et l'image qu'on peut avoir du Liban durant les 40-50 dernières années, même on va dire depuis les années 50, depuis à peine après l'indépendance, c'est le fait que l'économie était très libérale et par conséquent le rôle de l'État était très faible. En réalité, la notion même d'État-nation ne peut pas vraiment s'appliquer au Liban, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu dans une majorité de la population un sentiment d'appartenance à un État. Le sentiment d'appartenance était d'abord aux communautés confessionnelles et ensuite éventuellement à l'État. Et donc à partir de là, vous avez des causes, ce sont les causes structurelles qui ont déclenché ou qui ont contribué au décleixement de la guerre de 75, qui n'ont pas été gommées en 90 quand la guerre civile ou supposée civile s'est terminée, et qui se sont poursuivis tout au long de ces années, depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui, avec ce qui s'appelle la Deuxième République libanaise, puisqu'elle s'appuie sur les accords de Taïf, votés il y a littéralement 30 ans. Donc un État assez absent, avec des partis communautaires, confessionnels, qui n'ont jamais réussi à trouver le modus operandi pour pouvoir prendre des décisions et faire en sorte que l'État existe réellement. Donc service public très défaillant, corruption présente à tous les étages. Et donc les conditions structurelles de ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié réellement à ça en réalité. Et par rapport à ces manifestations, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement révolutionnaire dans la lignée de ce qu'on appelait les printemps arabes, ou ce qu'on vit en Algérie aujourd'hui, ou en Égypte dans une moindre mesure? Alors c'est pas évident de tenir la comparaison avec les printemps arabes, parce que les printemps arabes ont démarré et se sont positionnés à chaque fois contre un régime dictatorial ou autoritaire pour le moins. Là, on est dans une situation un peu étrange où les personnes qui prennent part à ce mouvement se positionnent contre un régime, mais ce régime n'est ni dictatorial ni autoritaire. Au contraire, c'est un régime qui est complètement déliquescent, où les différents partis liés aux communautés confessionnelles se partagent le pouvoir, mais au final ce pouvoir ne produit rien et il est quasi inexistant. Donc à partir de là, c'est assez différent des autres mouvements dans le monde arabe qu'on a pu constater par exemple en 2011. Néanmoins, on retrouve quelques slogans qui marchent bien. Par exemple, le peuple veut la chute du régime. Sha'ab yurid isqat al-nizam en arabe, c'est quelque chose qu'on a connu en Égypte, qu'on a connu en Tunisie, qu'on a connu plus récemment probablement en Algérie aussi. En tout cas, au Liban, c'est un slogan qui est revenu avec une difficulté, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de régime au Liban, il n'y a pas d'ordre à destituer, il n'y a pas d'ordre à casser.
il n'existe pas cet ordre. Donc ça, c'est un peu la différence par rapport aux autres mouvements arabes. En revanche, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur la nature de ce mouvement, c'est que, et c'est quelque chose que moi, j'avais jamais vu au Liban auparavant. Le Liban, comme je disais à l'instant, n'a jamais réussi à créer un sentiment de citoyenneté, d'appartenance à l'État auprès de ses citoyens. L'appartenance était d'abord communautaire, confessionnelle. Et là, ce qui veut dire que toutes les manifestations précédemment, c'était une communauté qui manifestait pour réclamer quelque chose qui lui appartient. Sauf peut-être en 2005, lors de l'assassinat de Rafik Hariri, où on a constaté que musulmans sunnites, musulmans chiites et chrétiens ont tenu leur rôle, les uns d'un côté, les chiites, et les sunnites et les chrétiens de l'autre côté. Ça, c'était peut-être quelque chose en 2005. En tout cas, là, ce qu'on peut constater en 2019, en octobre 2019, c'est probablement, alors peut-être que je m'avance un peu trop, l'avenir le dira, mais moi j'ai eu le sentiment, puisque j'y étais et j'y suis allé, j'ai vu de mes yeux les slogans et l'ambiance et l'atmosphère qui s'y tenaient, une sorte de naissance d'un sentiment d'appartenance à un peuple, en fait, une sorte de naissance d'un peuple en live, là, devant nos yeux, simplement parce que les réclamations qui étaient faites, les slogans qui sont faits, sont des slogans qui ne sont pas liés à une confession, à une communauté confessionnelle, ils sont liés à une classe sociale, c'est-à-dire que parmi les demandes qui sont faites, couverture maladie universelle, sur la question de la retraite, sur la question du rôle des banques, sur la question de l'impôt sur le revenu progressif, l'impôt sur la fortune, etc. etc. Donc, comme on peut le voir, ce sont des sujets qui ne sont pas liés à une communauté. Donc c'est pas un classement vertical, mais plutôt un classement horizontal du peuple libanais, puisque on peut quand même parler de peuple libanais. Ça c'est nouveau, et ça c'est une problématique qui n'existait pas dans les autres États en 2011 qui ont pu connaître, dans les autres pays qui ont pu connaître des mouvements révolutionnaires. Donc est-ce qu'on peut qualifier ça de révolution? Je ne sais pas encore, on verra. Je pense que c'est plus qu'une manifestation, moins qu'une révolution. Je dirais peut-être une révolte pour l'instant. Alors seulement sur ce que vous disiez à l'instant, ce serait plutôt horizontal et pas par confession, donc le mouvement serait transcommunautaire. Pouvez-vous en dire quelques mots là-dessus? Mais aussi la réaction des pouvoirs qui, eux, sont basés sur la confessionnalisation, le Hezbollah chiite, Aoun chrétien, etc. Sans parler de contre-révolution, mais quelle serait une réaction du régime? En fait, l'ambiguïté de ce mouvement... pour pas tout décrire en rose, parce que tout n'est pas rose, l'ambiguïté du mouvement, c'est que très vite, dès la première semaine, dès la fin de la première semaine, certains partis politiques qui se positionnaient à l'intérieur du gouvernement, mais qui étaient quand même en opposition avec le triumvirat Aoun pour les chrétiens, Hariri pour les sunnites et le Hezbollah Nabi Berri pour les chiites. Il y avait des composantes plus petites, vraiment minoritaires à l'intérieur du gouvernement, qui se sont désolidarisées du gouvernement, allant même jusqu'à démissionner du gouvernement. C'est le cas par exemple d'un parti politique minoritaire chez les chrétiens et d'un parti politique minoritaire chez les musulmans, le parti socialiste progressiste de Walid Jumblat en l'occurrence, et de ce côté-ci les forces libanaises, etc. Eux, ils se sont vite désolidarisés du gouvernement et donc du système actuel qui existe depuis 3 ans, depuis l'élection d'Aoun en tant que président de la République, la nomination de Hariri en tant que Premier ministre. Eux, ils se sont vite désolidarisés du gouvernement, ils ont vite essayé de, peut-être pas de profiter tout de suite du mouvement qui apparaissait, mais au moins de l'alimenter en ressources humaines, on va dire, au moins en troupes et en militants et en activistes, mais sans pour autant le dénaturer. C'est-à-dire qu'on sentait que dans certains quartiers, tel parti politique était très présent parmi les manifestants, mais dans les principaux lieux de rassemblement, je pense en particulier par exemple au centre-ville de Beyrouth, place des Martyrs, etc., au centre-ville de Tripoli, là on ne sentait pas vraiment de parti politique prédominant qui envoyait ses troupes pour alimenter la révolte en masse et en activistes. Ça c'est pour l'aspect un peu ambigu. Il y a une forme de dimension partisane qui s'est installée dans le mouvement, mais elle n'a pas pris le pas sur le reste. Ça reste quand même un mouvement spontané, ça reste un mouvement un peu comme les Gilets jaunes où on est incapable de dire qui est le chef, quel est le programme. Alors le programme, on commence à le sentir un peu, mais c'est pas un programme nécessairement économique
ou politique dans le sens partisan du terme, c'est plus un programme sur une feuille de route constitutionnelle qui permet de renouveler la classe politique, puisque c'est ça qui est demandé. Il y a une forme de dégagisme dans ce mouvement qui est, et donc une réclamation principale, une demande principale qui est celle de renouveler la classe politique, notamment avec, il y a des avocats, des juristes qui sont très bien exprimés sur le sujet, démission du gouvernement, ce qui a eu lieu, désignation d'un nouveau gouvernement auquel le Parlement délègue des pouvoirs législatifs exceptionnels, de manière à ce que ce nouveau gouvernement permette de planifier de nouvelles élections sur la base d'une nouvelle loi électorale, proportionnelle pure, en tout cas pour ceux qui s'expriment le plus dans les médias, ils réclament une vraie proportionnelle contrairement à la loi précédente, de manière ensuite à dissoudre le Parlement et faire des élections législatives nouvelles. Donc il y a des réclamations comme ça, des dispositifs juridiques qui sont proposés, et qui permettent de dresser une feuille de route. Alors par rapport au risque de contre-révolution, il y a eu des petites tentatives du côté du mouvement Amal, donc ça c'est le parti de Nabih Berri qui est le président du Parlement, chiite en l'occurrence, et dit-on, alors c'est toujours difficile à savoir, mais en tout cas aussi de militants du Hezbollah ou proches du Hezbollah, qui ont déclenché des bagarres, parfois un peu plus, avec les manifestants, société civile, on va dire, sans étiquette. Ça n'a pas été très grave, pas trop grave en tout cas jusqu'ici, donc pour l'instant pas de risque de guerre civile, pas de risque de contre-révolution pour l'instant. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'au Liban, il y a les réclamations qui peuvent être du domaine, les demandes qui peuvent être du domaine économique et social, éventuellement politique sur la reconstitution de la classe politique, mais il y a toujours les interventions extérieures et il y a toujours le rôle du Hezbollah dans la géopolitique interne du Liban, on va dire. Le Hezbollah représente une bonne partie des Libanais, même si au sein même de la communauté chiite, beaucoup ont participé aux manifestations, y compris dans les bastions chiites au sud du Liban. Néanmoins, il ne restera pas les bras croisés s'il se retrouve exclu du jeu politique, et c'est normal, c'est un rapport de force aussi, et lui, il a un certain nombre de leviers sur lesquels il peut agir, sans nécessairement tout de suite en arriver à l'option militaire. Il a des leviers qui ne sont pas nécessairement militaires dans un premier temps. Donc voilà, il y a un peu toute cette géopolitique locale, interne qui s'installe devant nous, avec des interventions externes. Évidemment, les Américains regardent tout ça de très près, les Français également, puisqu'il y a eu une visite hier d'un représentant du Quai d'Orsay, donc le directeur des affaires moyen-orientales africaines, qui est allé rencontrer le Premier ministre démissionnaire, le Président de la République et le Président du Parlement. Et puis il a essayé de rencontrer un certain nombre de représentants de la société civile qui sont les activistes de ce mouvement. Pas sûr qu'ils aient vraiment accepté parce que ça peut être perçu comme des gens qui se soumettent à une ingérence extérieure, etc. Donc voilà. Tout ça est un peu instable pour l'instant, mais ça sera intéressant à suivre dans le détail dans les semaines et mois qui suivent.